Donc je suis au salon UV Nature, également Festival Yoga, avec Denis Fargeau qui a écrit un certain nombre de livres avec Véronique, la pratique du yoga du son. Alors yoga du son, il y a, alors c'est ça, les 5 sens, les 5 sons, c'est... Quand on vous dit les 5 sons mères, en réalité c'est les 5 voyelles universelles. Oui. Alors quand nous on en parle d'une façon française, mais au-delà de ça, quand on les chante, les voyelles vont prendre une dimension qui rejoint les éléments, qui rejoint l'espace primordial et l'espace des éléments premiers. Voilà. Alors justement, récemment, je fais une petite parenthèse, j'ai découvert que quand on était allongé, on pouvait produire des sons qui ne sont pas les mêmes que lorsqu'on est en situation verticale. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Moi, je suis toujours en train de créer de nouveaux sons, donc j'ai remarqué que quand on est allongé, la voix porte autrement, on produit des sons. Allongé, il peut y avoir une autre détente qui se met en oui, place. Probablement. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que dans notre façon de faire, on va plus être en position assise ou voilà. pour davantage activer notre verticalité. Oui. Donc ce qui va dans le sens de la stimulation de l'axe de Kundalini, du canal central et de l'axe de l'individualité. Et vous pensez, parce que la Kundalini, moi je ne sais pas, j'ai fait du yoga il y a longtemps, on pouvait aussi se mettre allongé et faire circuler les énergies en étant allongé, pas forcément à la verticale. Donc on est dans un débat sur le vertical et l'horizontal. Mais c'est vrai que dans ce débat-là, l'horizontalité va être meilleure pour se détendre et donc dans certaines pratiques posturales. Ce que j'aime bien dans la verticalité, c'est le lien à la terre et le lien au ciel. Oui, c'est ça, oui. Méridien, comme ça, oui, d'accord. Bon, écoutez. Bon. Alors donc finalement, les personnes qui passent par vous, elles vont apprendre à produire du son. Je pose une question idiote. Est-ce qu'on va c'est le yoga où on doit... Il y a une sonorité quelque part. Alors chaque personne sait produire. C'est pas la méditation muette, c'est pas le silence. On n'est pas dans le silence chez vous. Alors, ça peut mettre en contraste le silence. Quelqu'un, par exemple, qui va faire un son tenu pendant 10 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure, va être dans la production du son, même si on fait ça en groupe, on va être dans la production du son. Mais après, derrière, on peut davantage retrouver le silence. Donc, la production du son, et surtout des sons continus, peut permettre derrière de rapidement rentrer en méditation. Ben oui, parce que finalement, on ne peut accéder à quelque chose qu'en partant d'autre chose. Il faut partir aller du bruit vers le silence et du silence vers le bruit. Ouais, exactement. Par variation, par contraste. Bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre. Même que pour arriver quelque part, il faut en être parti. Bon, alors, excusez-moi, donc finalement, vos ateliers, enfin vos réunions, quand on pense au son, on pense tout de suite à la production du home. Est-ce que ça fait partie est-ce que ça appartient au yoga du son, ces sons qu'on entend comme ça? Par moment, on va utiliser le home, mais quand on parle des 5 sons mères, donc ça c'est plus. Les sons mères, voilà. Oui, c'est plus une vue shintoïste, donc de la tradition japonaise, qui ont été particulièrement des gardiens donc des sons sources et qui rejoint la tradition du Kototama. Et donc dans cette perspective, on va avoir les 5 voyelles sources qui sont reliées à des espaces de création et aussi à des espaces de gardiens des sons. Et avec cette possibilité de se relier aux éléments et à la base des éléments. Non, pas des éléments, vous parlez des 4 éléments ou des 5 éléments? 5 éléments, tout à fait. 5 éléments chinois. Oui, alors 5 éléments chinois ou même chez nous, les 5 éléments qu'on a chez nous. Il y a l'éther, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Voilà, c'est ça. Chez les Tibétains, l'éther, ça va être l'espace. Donc il y a les 5. Donc finalement, quand on parle, il y a les consonnes et c'est les voyelles qui donnent le sens à tout ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, qui remplissent les voyelles. Les consonnes sont des récepteurs qui sont remplis par les voyelles. Je sais pas. Les consonnes vont avoir tendance à donner le rythme. Oui, oui, c'est ça. À donner une forme de structure. Voilà. La particularité des voyelles, c'est qu'on peut les tenir. Alors, évidemment, il y a quelques consonnes qu'on peut tenir, comme le M, qu'on peut
tenir. Oui. Mais autrement, donc on a les voyelles qui nous ouvrent à l'espace. Oui. Le A va être la voyelle qui va davantage nous ouvrir à l'espace, mais les autres sons voyelles vont aussi nous connecter à l'espace d'une façon particulière. Oui. Mais alors il y a des voyelles que, enfin je me pose une question, parce que moi je suis un peu dans la linguistique. Par exemple, il y a des langues où on n'emploie pas, on a le OU mais pas le U par exemple. Oui. Alors finalement, le OU et le U, c'est la même voyelle quelque part, d'une certaine manière. On pourrait dire que le U est une particularité du OU. Ah voilà. Mais là, en son source, en son mère, on va parler du OU. Voilà. Voilà. Mais nous, dans notre langue, dans la langue française, oui. on a la chance de pouvoir prononcer le U, qui est une particularité du OU. Mais le U va avoir une précision et un appui que le OU n'a pas. Ah, donc c'est un plus de savoir prononcer le U. Le U est un plus aussi particulièrement quand on veut produire des harmoniques. Donc oui, alors donc le français est riche en U plus que l'anglais par exemple qui n'a pas le U. Oui, alors proche du U aussi. L'allemand a le U d'ailleurs, l'allemand a le U. Ce qui est particulier proche du U, on a aussi le E. Oui, alors aussi que tout le monde n'a pas. Voilà. Parce que les Espagnols par exemple, ils ont beaucoup de mal à prononcer le E. Ouais. Ils disent toujours le E et je sais pas. Et quand on regarde la position intérieure de la bouche, le E et le U sont proches. Oui. Donc c'est une langue qui a des qualités particulières, le français, au niveau de des voyelles. Mais oui, alors, on a l'avantage de pouvoir prononcer le U. Il y a d'autres inconvénients qu'on va avoir, c'est au niveau de la nasalisation. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Le on, le en, le un. Il y a des sons qu'on sait nasaliser, comme ceux que vous venez de prononcer. Et qu'il y en a qui se sont perdus. Et il y en a d'autres, par exemple, si le I nasalisé ou le U nasalisé sont plus compliqués pour nous que dans les pays asiatiques. Mais il y a quelques décennies, on savait mieux prononcer certaines nasales qu'aujourd'hui. Certainement. On distinguait que le IN et le UN étaient prononcés différemment. On peut imaginer. Enfin, on ne l'imagine pas, on le sait plus ou moins. Mais donc dans le chant, dans ce qu'on va proposer, on va justement apprendre à renasaliser à certains moments, renasaliser certains sons. Là, on rentre directement dans le... Donc on apprend aux gens à mieux prononcer les mots, quelque part. On va donner plus d'espace. Alors, par exemple, la A, on va lui donner plus d'ouverture que ce qu'on lui donne d'habitude. On va apprendre à ouvrir la mâchoire. Est-ce que ça veut dire que les gens vont parler autrement? Ils vont parler avec plus de résonance dans le corps. Donc par exemple, la personne qui est passée par votre enseignement, elle va rayonner autrement au niveau énergétique quelque part. Alors déjà dans son chant, son chant va prendre plus d'amplitude, va avoir un aspect à la fois plus corporel et plus spatial. Mais aussi dans son phrasé, il peut y avoir de la différence, plus de centrage, plus de présence, plus d'ouverture. Est-ce que par exemple il y a des gens qui sont dans le métier de la chanson, etc., qui peuvent avoir plus envie d'avoir affaire à vous, je sais pas Je donne des sessions particulières à des professionnels ou des semi-professionnels de la voix. Voilà, ça m'étonne pas, oui. Donc à des chanteurs ou à beaucoup de chefs de chœur. Oui. Qui peuvent avoir justement besoin d'approfondir le phénomène voix, la voix en tant que vibration. Alors est-ce que chez vous, on chante des chants qui sont connus ou est-ce qu'on improvise des sonorités qui ne passent pas par le langage? Parce que finalement le langage est un problème. Au fond, quand on ne cherche pas à prononcer une langue particulière, on n'a pas la même liberté, on a une plus grande liberté par rapport au son que lorsque l'on essaye de... Je vais vous donner un exemple. Oui. La plupart du temps, quand on parle de yoga, on pense à mantra. En termes de son, on pense à mantra. Oui. On va faire quelques mantras. Mais ça ne va pas être la base de notre travail. La base de notre travail, ça va être des sons tenus. Oui. Alors, par exemple, le son le mettre dans le corps, le mettre dans le bassin, apprendre à descendre dans le bassin. Voilà, ce type de son. Et ce qui va être plus particulier dans notre travail, c'est d'apprendre à moduler entre les voyelles. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire ni dans le langage parlé, ni dans le chant. Non. Ce pas des choses qui apparaissent. Mais donc en rentrant dans ces modulations, c'est comme si on se donne la possibilité
de rentrer dans des espaces vibratoires internes qu'autrement on n'explore pas. Oui. Justement, c'est pour ça que je vous disais que, je reviens à ce que je disais au départ, il semble qu'on arrive à, je vous signale comme ça, que quand on est couché et qu'on essaie de produire des sons, on a des vibrations qu'on n'a pas à l'état vertical. Okay. Ça comme ça. Donc finalement, on n'essaye pas de prononcer des mots. Non. On n'essaye pas, on ne va pas chanter des chansons. Non. C'est ça. Alors, ceci étant, ça empêche que des personnes en dehors vont dans des chorales et elles s'aperçoivent d'une grande différence dans leur chant. Oui. Parce que le diaphragme va être plus détendu, l'accès au corps va être plus prononcé et l'ouverture de la voix se fait. Oui, c'est ça. Donc, et alors, vos CD, c'est un peu ce que c'est vous-même qui les produisez. Oui. Vous êtes compositeur d'une certaine manière, oui. À votre façon. Oui, alors je travaille avec des musiciens. Oui. Et je sais pour chaque CD ce que je souhaite faire. Voilà, et donc dans la particularité des CD, c'est que ça associe à la fois des rythmes qui sont en lien avec notre physiologie et des sons choisis, donc des instruments, des notes, choisis en fonction de ce que je veux travailler. Donc il y a des moments où ce sera plus du travail d'ancrage, du travail de relaxation, du travail de régulation. D'autres moments, ça va être plus du travail de détente ou de dynamisation. Est-ce que vous utilisez des instruments ou uniquement le corps pour faire de la musique? Il y a des CD où il n'y a que de la voix, il y a des CD où il n'y a que des instruments, et il y a des CD où il y a mélange voix et instruments. Par exemple, est-ce que l'idée, par exemple, de, comme on dit, faire de la musique en se frappant le corps, par exemple, en tapant sur ses genoux, c'est-à-dire que plutôt que de taper sur une table, taper sur le genou, par exemple. Alors, vous avez le CD harmonie, vous avez un rythme droite-gauche qui est en place. On pourrait très bien imaginer alternativement pour associer les différents sens, faire une synergie de sens. Donc associer au rythme auditif droite-gauche, associer quelque chose de corporel. Donc soit les mains qui tapent sur les genoux, par exemple, oui, ça ou les paraît. pieds qui tapent Oui, le sol. voilà, oui. Ça c'est la position assise. Oui. On pourrait le faire aussi en position couchée. Parce que moi je distingue la position assise où on se tape sur les genoux, mais alors la position debout pour moi c'est celle du sifflement. Okay. Donc parce que moi je suis un adepte du sifflement. Et alors donc finalement quand on est debout on sifflerait, quand on est assis on fait de la percussion, et quand on est couché, allongé, on ferait du son avec la bouche, etc. Enfin du son, la gorge, etc. Donc finalement il y a trois niveaux. Et donc vous travaillez aussi sur la Kundalini, c'est ça? Sur les chakras? Oui, on peut difficilement dissocier le canal central des chakras. Souvent on me dit sur quel chakra on travaille sur l'ensemble. On travaille surtout sur le canal d'où partent les chakras. Donc on va aider la voix à descendre, à rejoindre le hara, à rejoindre la terre. On va aider aussi la voix à se propulser, à avoir plus d'appui. Mais avant de propulser la voix, on apprend à la descendre pour aider le diaphragme à se relâcher. D'accord. Donc on est dans les basses. Oui, on est un peu dans le chant orthodoxe, enfin les sons. Même en faisant un son médium, on s'aperçoit que le spectre vocal, même en étant sur un chant médium, il y a des basses. Si je fais plus ou moins de basses. Oui. Si je ferme ma gorge, j'ai moins de basses. Si j'ouvre ma gorge, j'ai plus de basses. Je ne sais même pas ce que ça veut dire ouvrir et fermer la gorge. Voilà, donc c'est simplement que, par exemple, quand on nasalise un son, on réduit l'espace de la gorge. Oui. Là, le son monte. Si je fais la même note, on apprend ça chez vous. Là, je développe des basses. Donc on va avoir plus ce qu'on appelle des sons sourds. Et les sons sourds viennent dans notre corps. Donc ça aide le son à descendre. Mais est-ce que, encore une question que je pose souvent, est-ce que les femmes et les hommes sont dans le même rapport à ces questions? La basse, par exemple, normalement la voix des hommes est plus basse que celle des femmes, par exemple. Est-ce que ça veut dire que ça fait sens, ça veut dire quelque chose? Ça fait sens sur un octave. Maintenant, c'est
surtout une question de présence dans le corps et d'ouverture, mais le spectre peut être très proche. Le spectre total, même si la fondamentale a un octave d'écart, le spectre global va être à peu près le même. D'accord. Mais globalement, est-ce que les hommes et les femmes sont mieux prédisposés les uns que les autres Parce que finalement, enfin, je vais peut-être vous choquer ce que je veux dire, mais quand on regarde par exemple les grands musiciens, les grands compositeurs, les plus remarquables, c'est souvent des hommes. Hein. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Ceux qui ont fasciné les foules jusqu'à nos jours, dans les grands concerts, les grandes musiques, on a l'impression que les femmes n'y arrivent pas. Ouais, je sais pas si je me demande s'il n'y a pas un phénomène un peu culturel et puis oui, mais si les femmes n'ont pas été aussi défavorisées. Oui. C'est possible. Mais il y a peut-être quelque chose de plus profond. Ce qui serait intéressant serait de voir dans les peuples premiers où les femmes justement ont bien leur place. Oui, bien sûr. Comment ça se passe. Oui, il y a bien noté sûr. quand même souvent que l'homme a tendance à être plus intellectuel dans le sens de raisonner et la femme plus intuitive. Oui. Chez les musiciens, il y a quand même un côté très intellectuel. Non, mais il y a les interprètes, c'est pas enfin, il y a beaucoup de femmes interprètes, hein, c'est pas un problème ça. Les femmes pianistes, violonistes, il y en a beaucoup. Mais par comparaison justement aux gens qui créent le répertoire. Moi je dirais qu'en termes de voix, la femme bien sûr va un son fondamental plus aigu et l'homme un son fondamental plus grave. Voilà. Maintenant je dirais pas plus loin. Non, je n'irai pas plus loin sur le... Voilà, je crois qu'il y a tellement de phénomènes culturels là-dessus que... Alors qu'est-ce que nous n'avons pas dit dans notre entretien qui fait défaut pour que les gens sachent de quoi on parle et où on va avec vous? Ce que je peux faire, c'est quelques harmoniques. Oui, je vous en prie. Pour mettre en valeur... D'autant plus que nous avons une chaîne où on fait passer des musiques en plus. Là, on a une base de modulation et les harmoniques qui apparaissent, justement par un travail de canalisation. Et on a aussi, donc, dans certaines traditions, des voix de gorge qui vont plus bas et qui ont aussi à la fois une résonance osseuse et la présence des harmoniques. Donc là, c'est tout à l'heure, vous parliez de femmes. Chez les Inuits, les femmes utilisent des voix de gorge, plus que les hommes. Et ces voix-là de gorge, on les trouve plus chez les Mongols, voilà. Chez les Tuvas. Les Mongols, biphonique. Dans le chant biphonique. Et chez les moines Gyuto tibétains. Voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant dans ces voix de gorge, c'est qu'on a à la fois des résonances qui sont très basses et des harmoniques qui peuvent être très hautes. Et oui, c'est ça. Donc on augmente le spectre vibratoire. Donc ça on le retrouve dans par exemple dans la voix tibétaine. La voix tibétaine 1, vous avez c'est vraiment basé sur le chant harmonique. Voilà. Et on le retrouve aussi dans la voix tibétaine 2, le chant harmonique. Et dans plusieurs autres CD, par exemple dans Réveil de cristal, mais là on a un mélange entre musique et chant harmonique. Donc vous avez des chorales en quelque sorte, des chorales. Vos stagiaires peuvent faire des choses ensemble. On a utilisé des chœurs d'hommes et des chœurs de femmes dans le CD Divine Incarnation. Voilà. Comme aussi on est allé enregistrer des chœurs d'enfants. Mixte. Ça on l'a utilisé des enfants qui avaient entre 9 et 11 ans pour faire des voix célestes. Donc des voix angéliques. Oui, des voix angéliques. Ça, on le retrouve à la fois dans Divine Incarnation et dans Éveil de cristal. D'accord. Alors donc finalement, comment se déroule la formation? Alors, vers quoi on aboutit? Il y a combien de sessions? Comment ça s'organise? Alors pour les sessions, donc il y en a plusieurs à travers la France. Là, les sessions qui sont proposées sont à Paris.
C'est 3 fois 2 jours, soit en semaine, soit le week-end. Et donc il y a un processus d'ouverture de la voix, de descente de la voix, travail de fluidité, travail de ressenti, ressenti vibratoire dans le corps, lien au bassin, lien au hara, prise d'appui, propulsion verticale de la voix, canalisation de la puissance. Donc c'est tout un processus. Et au fur et à mesure aussi, on se met en lien avec les éléments. Je vous pose une question plus générale. Pourquoi est-ce qu'on est dans le yoga? Parce que finalement, on est au festival de yoga. Moi-même, je ne suis pas un spécialiste du yoga. Est-ce que c'est un mot est-ce que c'est pas un endroit un peu fourre-tout, le yoga, ou est-ce que vraiment ça veut dire quelque chose de précis? Tous les gens qui sont ici, ils ont quelque chose en commun, à votre avis? Le yoga ici, en France, est très résumé aux asanas, aux postures, oui. Et à la respiration. Mais tout ce qui permet de se connecter, de se relier à l'âme, à l'esprit, au corps, à la terre, à la nature, mérite le nom de yoga. Oui. Voilà. En Inde, il y a une ouverture du mot yoga qui est plus vaste qu'ici. Ah oui. Donc pour moi, le terme yoga du son a du sens parce que notre voix a une possibilité de nous connecter très puissante. Nous connecter à notre histoire, nous connecter à la nature, nous connecter au soi, nous connecter à notre âme, dans notre axe. Il y a quelque chose de travailler avec la voix est très gratifiant dans ces aspects-là. Oui, c'est vrai que le mot yoga, on l'emploie même en astrologie hindoue. Ça veut dire une combinaison. Yoga, ça veut dire joindre, unifier, relier. Et on le retrouve en français. Le joug. Le joug, c'est ce qui rejoint. C'est un mot qui vient. Un joug, c'est quelque chose qui relie deux animaux entre eux. Oui. Donc c'est une notion de jonction. Oui. Et l'opposé de la jonction, c'est la disjonction. C'est la coupure, c'est la... Oui. Il y a un moment où effectivement... C'est la rupture, c'est la séparation. Oui. Mais ça peut être libérateur, la disjonction. Le travail de la voix est très libérateur. Oui. Les personnes, par exemple, qui font du chant choral, le font pour l'expression et en partie pour de la libération. Quand elles viennent dans nos stages, elles viennent encore plus pour de la libération. Oui. Parce qu'en chorale, on ne va pas se permettre de libérer des sacs émotionnels. Alors que chez nous, on peut accompagner ça. C'est pour ça que moi, je vais à des réunions religieuses, avant tout parce que ça m'apporte une satisfaction au niveau du son, de la production du son. Ce que je comprends totalement. Et le religieux, est en ce sens-là, est inséparable de la production sonore des fidèles. On voit bien que, quelles que soient les traditions, le chant sacré a une importance capitale. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup de cette interview improvisée. Merci à vous. Denis Fargeau.